Bonjour maître Johanna Ostrovka et maître Nicolas Goutz. Bonjour. Vous êtes les avocats de la maman d'Elias, attaquée le 24 janvier dernier dans le 14e arrondissement de Paris, alors qu'il sortait d'un entraînement de foot et qui succomba à ses blessures le lendemain, le 25 janvier. Première question peut-être, où en est l'enquête sur la mort d'Elias aujourd'hui ? Alors, il y a une information donc, judiciaire qui a été ouverte le 24 janvier 2025. L'information est toujours en cours. Il y a un juge d'instruction qui est désigné, qui mène son enquête. Actuellement, les deux mises en examen sont incarcérées en détention dans des établissements différents. Et l'instruction suit son cours. Quels sont maître Nicolas Goutz, quelles sont les zones d'ombre encore qu'il faut éclaircir ? Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que les parents, et en particulier la mère que vous défendez, d'Elias, attendent de l'enquête aujourd'hui ? En fait, il y a deux dimensions. Il y a une première dimension qui est de déterminer la matérialité des faits de la façon la plus exacte possible, que vous ayez une vérité en fait judiciaire qui se rapproche le plus possible de la vérité. Et donc, dans ce cadre-là, déterminer le rôle de chacun, si tant est que ça puisse être fait, mais retranscrire exactement ce qui s'est passé, comment Elias a réagi, comment il s'est fait agresser. Factuellement, il faut de la précision en fait. Ça, c'est la matérialité du dossier. On doit travailler aussi sur la personnalité de ceux qui vont être jugés et renvoyés devant une cour d'assises des mineurs. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un deuxième point en fait sur lequel il faut qu'on travaille. C'est parce que je nous inclus dedans parce que c'est vraiment une problématique très importante, la responsabilité de chacun dans les dysfonctionnements, de ce qui pourrait être analysé comme des dysfonctionnements judiciaires jusqu'au passage à l'acte des mises en examen. Pourquoi sa maman a choisi de prendre la plume et de faire publier cette tribune parue dans le Figaro la semaine dernière ? Alors, pour deux raisons. Concernant la date, le jour de la fête des mères, c'est un témoignage extrêmement fort. C'est un appel, c'est un cri de détresse, un cri de souffrance. Et en même temps, il n'y a aucune instrumentalisation politique qui peut être faite en raison de cette diffusion le jour de la fête des mères. Donc il y avait aussi cette volonté-là qu'il n'y ait pas de récupération derrière. La deuxième chose... Il y a un risque de récupération ? Il y a eu un risque, puisque quand il y a eu il y a eu un communiqué de presse des parents au mois de février 2025, à l'issue de ce communiqué, au lieu de diffuser l'intégralité du communiqué de presse, a été retenu, les parents appellent à soutenir la proposition de loi de Gabriel Attal. Ce n'était pas l'objet principal du communiqué de presse. Vous voulez pas de projet de loi par rapport à ça aujourd'hui ? Alors, j'ai pas à me prononcer sur la question politique et je me prononcerai pas aujourd'hui. Là, je suis porte-parole aujourd'hui de la voix de Stéphanie et de la maman d'Elias et je me prononcerai pas sur le point politique. La question, c'est qu'aujourd'hui, cette lettre, et c'est pour ça qu'elle l'a faite, c'est un cri d'alerte. C'est un cri, certes de souffrance, mais c'est un cri de qui s'est moqué d'Elias. Pourquoi elle emploie ce terme justement de qui s'est moqué ? Qui désigne-t-elle et en quoi consiste cette moquerie qu'elle dénonce, Nicolas Goutz ? Il y a aussi plusieurs dimensions en fait. Qui s'est moqué d'Elias ? Parce que la maman en fait, elle a une double démarche. Elle a la démarche personnelle. Et qui s'est moqué d'Elias, on doit être capable de déterminer avec exactitude, encore une fois, les responsabilités de chacun. Et qui s'est moqué d'Elias, en fait, tout ce processus et qui mène à ce drame, en fait, toutes ces responsabilités, tous les enjeux qu'il y a derrière, on se moque d'Elias, mais il y a une dimension qui dépasse Elias, si vous voulez. Il y a deux démarches, en fait, chez la maman. Il y a une démarche personnelle qui s'exprime avec beaucoup de pudeur, finalement, mais qui est une souffrance et à travers le symbole de la date de la fête des mères. Et puis il y a une autre dimension qui nous appartient davantage. On élève on va plus loin dans la recherche des responsabilités, dans un combat qu'on doit mener, qui est celui de cesser, parce que depuis un certain nombre, il y a trop souvent de crimes et commis par des mineurs qui sont perpétrés. Donc il y a cette double dimension personnelle et collective. Moi, je voudrais revenir justement sur un point qui a été soulevé précisément par les parents d'Elias quelques jours après la mort du jeune homme, du jeune garçon. C'est que ça a porté sur
l'arme du crime présumé. Dans un premier temps, il a été dit qu'Elias a été tué avec un couteau, alors qu'ils disent que c'est une machette. Donc, est-ce que c'est le cas? Et dans un deuxième temps, pourquoi cette erreur, en tous les cas, dans la restitution des faits? Je vous remercie de poser cette question. C'est une question qui est quand même essentielle, parce que c'est quand même une question qui est revenue dès le départ. Et c'est une question qu'il faudrait poser à l'AFP, de pourquoi ne pas avoir mentionné. Alors, on l'a posé à l'AFP, mais on n'a pas eu de réponse. Mais il faut savoir que le communiqué de presse avait été transmis à l'AFP. Donc, ils étaient parfaitement informés, et c'était l'objectif, que Elias a été tué par une machette, donc par une lame de 40 cm. Et une machette, Monsieur Roux, c'est ça, une machette. Est-ce que alors, c'est pas tiré du dossier, bien entendu, pour des raisons de secret de l'instruction. Donc, c'est une machette de ce type. C'est une machette équivalente à ce type-là. Vous pouvez le montrer à la caméra. C'est une machette dite de type zombie. Zombie killer. Donc elle porte bien, elle porte son nom. C'est de ce type. La machette zombie killer. Donc on la met pas dans la poche, la machette en question. Moi, je voudrais bien comprendre. Est-ce que c'est une volonté de dire l'AFP s'est trompé dans ses sources, ne savait pas qu'il s'agissait d'une machette, ne savait pas qu'il s'agissait d'une hachette, parce qu'il y a aussi une hachette dans l'histoire. Ils étaient deux, l'un était armé d'une machette et l'autre était armé d'une hachette. Donc, alors, on va voir, effectivement. Type de hachette. Donc il y avait deux armes, en tous les cas, qui ont été... Il y avait deux armes. Il y en a une qui a servi à tuer. Chaque individu détenait une arme. Et une qui a servi à menacer, intimider. À l'heure actuelle, les avocats des auteurs présumés contestent ces faits ou bien reconnaissent que les armes étaient portées par les agresseurs présumés? Les faits sont reconnus. Les faits sont reconnus. Qu'espère aujourd'hui la mère d'Elias? Vous voyez, je vais rebondir sur votre dernière question. Les faits sont reconnus. Mais les faits sont reconnus, reconnaître et donner des explications satisfaisantes à la commission des faits, bien qu'il n'y en ait aucune qui sera satisfaisante sur le fond. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est donner le plus de vérité dans l'explication de votre passage à l'acte, aussi ignoble soit-il. Je pense que ça, c'est la première des choses que les parents sont en droit d'attendre de l'instruction. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'ils espèrent, et ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est que les auteurs présumés donnent des explications, expliquent. Avec honnêteté. Oui. Parce que c'est le moment de l'être, en fait. Donc, ce que nous tous, en fait, du côté de la maman d'Elias, du papa, de toute la grande famille, c'est ce que nous attendons, nous, en fait, c'est de l'honnêteté dans les réponses qui sont apportées, parce que c'est un minimum de ce qu'on doit à la famille. La maman d'Elias dénonce une moquerie des médias. On comprend bien que c'est concernant justement la restitution des faits sur l'arme du crime présumé. Oui, je me permets juste de vous ajouter, il y a eu aussi la question de la remise spontanée ou pas du téléphone, c'est-à-dire qu'on a minimisé, comme on veut minimiser le fait que ça pourrait être la jungle à Paris, parce que des mineurs de 16 et 17 ans se promènent avec des hachettes et des machettes, on minimise également en disant, mais en fait, il n'avait pas remis spontanément son téléphone, sous-entendu peut-être que s'il avait remis, il n'aurait pas pris le coup. Et en l'occurrence, Elias avait remis son téléphone. Est-ce qu'on peut justement revenir sur les faits aujourd'hui, puisqu'on en est où on est l'enquête? Qu'est-ce que l'on sait de ce qui s'est passé donc, dans la soirée du 24 janvier 2025? Nicolas Goutz. C'est très compliqué de parler de ça parce que nous, on est très attachés au secret de l'instruction et la juge a pris à bras le corps le dossier. Elle a lancé pas mal d'actes directement ou via des commissions rogatoires. Ce qu'on sait, c'est ce que finalement, vous savez, c'est très ironique parce que au moment où on a dénoncé en fait la mésinformation et le risque que ça pouvait comporter, au moment où on a dénoncé cela, vous avez eu un certain nombre de diffusions de pans du dossier. Par d'autres médias secret de l'enquête. Qui ont directement porté atteinte à ce secret-là qu'on dénonce. Alors aujourd'hui, vous donnez davantage de détails. J'ai envie de vous dire, malheureusement, on a pas mal de détails déjà dans la presse. Et ce que l'on attend, on peut pas l'évoquer parce que ça serait un petit peu
C'est-à-dire, on se battrait contre ce qu'on dénonce. Enfin, vous voyez, c'est Vous attendez donc la fin de l'instruction pour pouvoir et le renvoi devant une cour d'assises des mineurs pour pouvoir justement plus communiquer sur l'ensemble des faits. La vérité judiciaire. Et sur la matérialité des faits commis donc le 24 janvier dernier. Est-ce que, quand même, derrière justement ce que vous dénoncez, c'est-à-dire le fait que certains médias aient évoqué les faits, ne reconnaissez-vous pas qu'il y a quand même une volonté d'un certain nombre de médias d'évoquer factuellement et honnêtement cette tragédie ? Je pense que la question est extrêmement pertinente et essentielle, parce que vu que c'est un sujet qui émeut tout le monde, et l'acte qui a été écrite, la lettre, la ouverte, elle est extrêmement émouvante. Donc il y a beaucoup de médias qui s'en saisissent et qui recherchent cette vérité. Donc on veut pas. Le but, c'est pas de jeter l'opprobre sur les médias. Le but, c'est de ne pas, encore une fois, politiser les choses et de pas créer des peurs, de pas rentrer dans de faux débats en réalité. Nous, ce qu'on veut, c'est la réalité du débat et des questionnements, pas une instrumentalisation quelle qu'elle soit en fait. Est-ce que le problème n'est pas quand même politique quelque part, et est-ce que le problème n'est pas justement dans la gestion d'un phénomène de société qui, on l'a encore vu d'ailleurs ces dernières heures, concerne de façon plus générale la violence, et la violence de plus en plus, en tous les cas avec de moins en moins de limites, illimitées des mineurs. Si. Il y a un cri d'alerte. Maître Jonas Strovka. Il y a véritablement un cri d'alerte et une volonté de réveiller les consciences, que les Français prennent conscience, mais aussi d'attirer l'attention et la responsabilité sur les élus politiques, sur la justice, sur tous les protagonistes, sur les éducateurs, sur la protection judiciaire de la jeunesse, sur tous les éducateurs et toutes les personnes qui gravitent autour des mineurs, puisque l'objectif, c'est vraiment cette politique publique de protection des mineurs. Il est important que chacun assume ses responsabilités. À un moment donné, il faut prendre conscience, il n'y a pas de vidéosurveillance à l'entrée des stades, alors que ce sont des mineurs qui jouent. Il y a peu de présence de la police municipale, ou peut-être pas suffisante. Voilà, il y a plein de questions qui se posent. Ces faits ont été commis à Paris, dans le 14e arrondissement. Est-ce que la mère d'Elias a reçu un signe d'Anne Hidalgo ? Alors, il y a eu des rencontres qui ont été organisées et qui seront organisées. Donc, la mairie de Paris s'est manifestée via également le préfet de police de Paris. Qui n'est pas la mairie de Paris. Qui n'est pas la mairie de Paris, mais en concertation, puisqu'on parle de la sécurité des mineurs. Mais c'est vrai que la famille a été extrêmement choquée des propos de la maire du 14e arrondissement de Paris, lorsqu'elle a indiqué que des mesures et des solutions étaient apportées au regard de ce qu'ils savaient des troubles à l'ordre public autour de ce stade. Elles n'ont pas été convaincues. Est-ce que d'autres personnalités politiques se sont manifestées ? Oui, il y en a eu. Comment va la mère d'Elias aujourd'hui ? Mal, que je vous dise. Elle va mal, comme le père, comme les frères et sœurs. La famille a pris perpétuité. Voilà. Et Elias ne reviendra pas, ils ne le reverront pas, et la famille va mal, mais la famille est très soutenue, tant sur un plan familial qu'amical, et maintenant d'opinion publique, donc c'est important. Revenons justement sur la question de l'opinion publique, Nicolas Goutz. Depuis que la publication de la lettre de la mère d'Elias, est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que ce cri a été entendu ? Même le Premier ministre l'a entendu, puisqu'il a réagi mardi dernier sur BFM TV. Oui, alors... ça rejoint une de vos questions précédentes, c'est-à-dire que c'est la démonstration que c'est pas un simple fait divers, une simple illustration, mais un véritable fait social, en fait. Donc oui, il y a beaucoup de réactions qui sont humainement très riches, parce qu'il y a du soutien. Après, vous évoquez la réaction du Premier ministre. Il a, me semble-t-il, à travers sa réaction, mis en avant une communication trop facile, une préhension et une appréhension de la violence trop facile, parce que par le biais d'Internet ou de la circulation d'informations via Internet, il a mis en avant
un pan de difficulté pour expliquer le développement de la violence chez les mineurs, mais en réalité... Ce que vous reprochez, c'est que François Bayrou minimise, enfin en tous les cas, ne voit qu'une dimension, c'est celle de la violence qui circule sur les réseaux sociaux, les images de violence qui circulent sur les réseaux sociaux, et la glorification de la violence qu'on peut y voir. Exactement, c'est un prisme qui est trop restrictif. Et évidemment, faut l'envisager. Encore une fois, c'est un fait social en fait. C'est-à-dire qu'on a tous des responsabilités. Et ce qui est agaçant, c'est ça, c'est que vous voulez être libre et on se bat pour la liberté. Tous nos combats sont des combats pour être davantage libre. Ensuite, l'égalité, liberté et finalement votre liberté, vous pouvez plus l'exercer parce que vous avez une sécurité qui est absolument pas assurée. Et maintenant, elle vient d'où? Elle touche les jeunes et les mineurs. C'est-à-dire que finalement, votre problématique de violence, elle devient de plus en plus une difficulté sociétale parce que ça touche nos enfants en fait, et ce qui relève d'abord de notre devoir parental, éducationnel en fait. Et après vous avez les institutions qui doivent être le relais des parents. Après vous avez la justice qui doit venir appréhender en amont et sanctionner a posteriori avec fermeté quand ça le justifie. En fait, tous ces acteurs sociaux font que c'est un fait social, en fait, et c'est aussi ce que on dénonce. Vous parliez des dysfonctionnements dans cette enquête, Joanna Ostrowska. Est-ce que, justement, vous entendez par là, notamment, des dysfonctionnements liés à la justice et à la prise en charge des auteurs présumés avant que ces actes soient commis, puisque, notamment, ils n'étaient pas censés pouvoir ils avaient interdiction de se retrouver ensemble. Or, ils se sont retrouvés ensemble ce jour-là. Alors, ce sont toutes les questions qu'on se pose. Pour l'instant, on n'a pas toutes les réponses. Mais effectivement, on s'interroge comment deux mineurs qui résident à 100 mètres l'un de l'autre, qui habitent dans la même résidence, mais qui, effectivement, sur un plan postal, n'ont pas la même adresse, peuvent-ils avoir et se voir imposer une interdiction d'entrer en contact, alors qu'on sait très bien que cette interdiction d'entrer en contact n'est pas réalisable. On s'interroge également... Il aurait fallu qu'ils soient éloignés l'un de l'autre. On s'interroge également sur le fait qu'effectivement, ils étaient tout le temps en contact, qu'ils étaient suivis par des éducateurs, par un certain nombre de professionnels, et que les remontées n'aient pas été faites, ou en tout cas n'ont pas été suivies des faits. Voilà, on se pose des questions. D'autres exemples de dysfonctionnement que vous avez notés déjà ? Non, c'est toujours la même difficulté, c'est-à-dire que le dysfonctionnement, c'est que on a créé en 2021 cette dossier unique de personnalité pour faciliter le suivi du mineur et donc son appréhension en cas de réitération des faits. Concrètement, cette idée elle est très bonne et concrètement on n'arrive pas à la mettre en œuvre en fait. Donc d'autres difficultés, c'est toutes les difficultés qui sont liées à l'absence de suivi pratique et de moyens en fait. Vous avez des problèmes d'éducateurs, pour moi sont essentiels. Pour moi l'éducateur c'est celui qui fait le terrain, donc c'est celui qui va faire passer les messages après les parents. Il n'y a pas de moyens. Donc avant de multiplier les dispositions législatives qui peuvent être satisfaisantes en théorie, faut déjà en pratique être capable de faire en sorte que les moyens économiques et financiers soient plus élevés en fait. C'est la dernière question que je voulais vous poser, j'aimerais bien avoir votre réponse à tous les deux. Quel est le souvenir d'Elias que sa mère, Stéphanie, voudrait qu'on garde? Joanna Ostrowska. La photo de cet enfant souriant, gentil, passionné de football, qui court sur le stade, qui s'épanouit avec ses amis, qui a toujours ce petit mot pour sa maman matin et soir. Cette photo de ce petit ange, ces petites boucles blondes, et non pas cet enfant agonisant sur le trottoir. Les prochaines étapes? Les prochaines étapes, c'est espérer pardonnez-moi, mais c'est très difficile de répondre à votre question précédente en fait, parce que justement c'est pour ça que j'en ai posé. Je vous remercie. Il était tellement beau en fait, et c'est cette image de vie qu'elle associe aussi à sa lettre ouverte en fait. C'est un jeune homme qui est extrêmement beau, qui est courageux, et voilà, gardez ça en tête. Les prochaines étapes, c'est une instruction qu'on espère va avancer rapidement, efficacement. On croit sincèrement
l'efficacité de la juge d'instruction qui a pris en main le dossier pour apporter des réponses et déterminer le cas échéant des responsabilités. Merci beaucoup, merci d'être venu en plateau pour justement nous en parler, malgré les difficultés effectivement liées au secret de l'instruction. Merci beaucoup, maître Johanna Ostrowska et maître Nicolas Goutz. Qui s'est moqué d'Elias? C'est le titre de la tribune de la maman du jeune homme et qui a retrouvé bien évidemment sur le site du Figaro et bien évidemment avec le visage du jeune garçon assassiné le 24 janvier dernier, qui a succombé à ses blessures le 25. Ces dates ne sont pas au hasard, puisque sa sœur était née le 23 janvier, son frère le 26, et c'est entre les deux dates, le 24 janvier, que Elias a été poignardé avec une machette, et le 25 janvier qu'il est mort. Merci beaucoup, et on va bien évidemment continuer à suivre ce dossier avec vous.